La suite et la fin avec nos invités Robert Kossigan, à côté Ashraf Orosama et Joakomi Talake. Ce mardi 22 février 2023, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été consacrée à une explication sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. C'était un exercice de justification pour une quinzaine de ministres présents. Nous sommes au Togo. Chaque ministre a dû expliquer la gestion des fonds mis à sa disposition. Le ministre d'État Payo Aboukouissi, en charge de l'administration territoriale, explique que les opérations ont été faites dans l'urgence. Le ministre de l'économie numérique rectifie et affirme que le reliquat des transferts n'est pas 779 millions de francs CFA. Selon Sani Yaya, ministre des Finances, l'utilisation des fonds pour la riposte contre le Covid est justifiée. Par exemple, l'achat de riz par le ministre du Commerce, disons 31 500 tonnes de riz ont été commandées. Du coup, de 8 milliards pour assurer la disponibilité du riz durant toute l'année et éviter la flambée du riz. Ashraf Orosama, oui. Vous êtes assistant parlementaire, vous avez assisté à cette session extraordinaire. D'abord, un résumé, si on peut le dire, de cette session. Oui, un résumé de cette session. Disons que c'est une séance qui était vraiment très, très attendue. Quand on sait très bien que ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, et c'était la gestion du fonds Covid qui faisait l'objet de polémiques, de discussions, de controverses. Et donc, le gouvernement a vraiment pris la mesure de la chose. Nous savons très bien que suite à l'avènement de cette maladie-là, le Covid-19 en 2019 et jusqu'en 2020, le Togo a connu des pics. Il y a eu des conséquences quand même assez fâcheuses. Et donc, il fallait prendre aussi des mesures appropriées pour répondre à toutes ces exigences, toute cette demande sociale. Et donc, le gouvernement a jugé utile de mettre en place un certain nombre de politiques pour soulager les populations. Mais vous le savez très bien, lorsqu'on utilise des fonds de l'État, il y a ce qu'on appelle une obligation de redevabilité. Et donc, tous les ministères étaient au front. Ils ont bénéficié d'un certain nombre de fonds qu'on a dénommés fonds Covid. Et donc, après cette gestion-là, il y a une institution de l'État qui s'appelle la Cour des comptes. Et quand vous prenez la loi organique de la Cour des comptes, il y a des dispositions de la loi qui lui permettent de mener des investigations et de publier des rapports sur un certain nombre de gestion. Donc, c'est suite, conformément à toutes ces prérogatives que la Cour des comptes a mené des investigations, qu'il a publié des rapports. Et donc, après la publication des rapports, on a constaté, d'après la Cour des comptes, l'institution a constaté un certain nombre d'incohérences et qu'il a relevé cela. Et donc, en toute sincérité, il a fait le travail. Et donc, c'était un travail minutieux. Et donc, ce sont des magistrats de haut vol et des comptables également de haut vol. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont des aptitudes, des compétences pour faire ce travail. Donc, après ce travail, l'opinion publique a pris connaissance de certain nombre d'informations. Et donc, nous sommes dans un état démocratique. Nous avons le droit, puisque nous sommes tous également des contribuables qui parlent de la gestion des fonds publics, parlent également d'un pacte républicain, c'est-à-dire un effort financier des uns et des autres. Et donc, suite à ce rapport, le gouvernement a pris connaissance d'un certain nombre également de récriminations qui sont formulées par les populations à son endroit. Je crois que le professeur Ayoada, porte-parole du gouvernement, a fait une sortie où il parlait d'une interprétation biaisée du rapport par les populations. Et donc, du coup, la polémique est grosse, c'est encore enflé. Et donc, à défaut peut-être d'une commission parlementaire spécialisée pour mener des investigations et situer des responsabilités, les parlementaires ont décidé d'interpeller le gouvernement directement, c'est-à-dire pour qu'il vienne à l'hémicycle pour s'expliquer. Vous savez très bien qu'il existe des questions orales et écrites, c'est-à-dire le parlementaire peut saisir les ministres à travers des questions écrites et écrites. Mais ça, il s'agit d'un sujet quand même extrêmement important. On ne peut pas sur un sujet de cette nature-là saisir un ministre sur des questions écrites. Donc il fallait les faire venir au gouvernement pour s'expliquer. Et donc il y a un mécanisme constitutionnel également qui permet aux parlementaires, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de les interpeller. Donc ils sont arrivés au Parlement et
Et les ministres ont eu l'occasion de se prononcer, d'apporter des clarifications et lever l'équivoque sur certains nombres de sujets. Ont-ils été persuasifs? C'est ce qu'on va essayer de voir. Bon, maintenant, nous avons eu 4 intervenants. Nous avons eu 4 intervenants, le ministre Abaya Doua Poupessi, ministre de l'administration territoriale. Nous avons eu l'intervention de Mme Sina Lawson, qui est le ministre de l'économie numérique, le ministre Yark et le ministre Sani Yaya, ministre des Finances. Donc, ce sont des irrégularités qui ont été constatées, puisque les concernés eux-mêmes le reconnaissent, mais qu'ils estiment que ces incohérences-là seront régularisées le plus vite possible. Maintenant, faut-il s'arrêter là? Faut-il engager la responsabilité des ministres qui ont reconnu les incohérences? Oui, on va voir cela. Cela s'assimile à une faute professionnelle ou pas? Je crois que cette prérogative-là ne me revient pas, mais dans les prochains jours, nous verrons réellement ce que le président de la République fera si les ministres ont été persuasifs ou pas. Mais je crois que j'aurai l'occasion de revenir en détail sur les interventions des uns et des autres. Alors, c'est comme Joa Komitalaké. En tant que journaliste, vous êtes satisfait des sorties des ministres Payadoa Boupessi, Sina Lawson, Yak Damouhan et l'autre, le ministre Sani Yaya? En fait, il faut au préalable remercier quand même cette volonté du gouvernement de pouvoir répondre, en tout cas, à l'appel des parlementaires par rapport à ce qui est en train de grouiller, en tout cas, qui fait couler beaucoup d'encre. Il fallait forcément quand même cette volonté de pouvoir aller devant les parlementaires et expliquer à fond ce qui s'est passé et tout par rapport donc au rapport. Et il faut rappeler que le rapport a été commandité par le gouvernement lui-même. Mais en substance et en langage simple, je vais juste dire quelque chose. C'est un exemple très précis qui permettra à tout citoyen lambda de comprendre. On dit qu'on a commandé 6 caméras thermiques. Je reviens sur ça. 6 caméras thermiques ont été commandées et une caméra coûte 12 500 000 francs CFA. Ça, on est au niveau du ministère de la Sécurité. Tout à fait. Maintenant, sur les 6 caméras, il y avait 5 qui ont été payées. C'est-à-dire on a un manquant de 6, mais la facture a été validée sur 6, mais c'est 5 qu'on a retrouvés. Sur les 5 retrouvés, il y a un qui n'a pas été installé et qui se retrouve actuellement quelque part en séquence ou d'appareil dans les tiroirs. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert pas. Donc ça fait déjà 2 caméras qu'on ne peut pas s'en servir. Et maintenant, sur ces caméras installées, la qualité même de ces caméras sont défectueuses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu résister, vu le prix des caméras. Et donc, ils n'ont pas pu résister dans le temps. Vous comprendrez simplement que si on vous dit que nous n'avons pas bien compris le rapport, c'est normal. Mais il faut aussi arriver à être sincère avec soi-même en déclarant, en disant justement que oui, nous avons failli ici. Parce que vous savez, quand vous dirigez un peuple et tout, il faut avoir le courage de dire en tout cas ce qu'il y a. Parce qu'on ne va pas vous tuer. Après tout, lorsque vous avez un Certains père le disent qui arrive, et après ils démissionnent. Bon, en tout cas, c'est possible. Ça, on le voit souvent par mesure de moralité et tout. Ouais. Et donc, il faut arriver à clarifier clairement cela et dire, bon voilà, nous avons fait ci et ça, mais nous allons mettre ceci en place pour pouvoir compenser donc, ou rectifier le tir. C'est simplement de ça qu'il s'agit. Et notez bien qu'au sein de ces caméras, parce que les 6 caméras qui devaient être installées, dont l'aéroport international de Lomé, caméra thermique, n'a pas bénéficié de ces caméras. Mais la caméra qui a été placée au niveau de l'aéroport international Yazimbe et Adémon, coûtait beaucoup plus moins cher, disons 50% de moins que ce qui a été payé à 12 500 francs. Et cette caméra qui coûte moins a duré dans le temps plus que les 6 caméras qui ont été plus hautes. Et donc, vous comprendrez que c'est trop terre à terre. Parce que quand vous lisez le rapport, c'est vraiment terre à terre. Maintenant, est-ce que c'est au gouvernement de dire, bon, OK, nous avons tort, nous reconnaissons que nous avons vraiment fauché les fonds. Et quelle serait donc la position du peuple par rapport à ces déclarations? Alors, ils sont quand même dans leur rôle, je peux le dire ainsi, dans leur rôle de revenir sur leur charge et de dire la vérité, de dire ce qui ne va pas, afin qu'on puisse vraiment leur accorder un crédit. Et notez bien ceci, parce que c'est très important. Lorsque les parlementaires ont écouté
les ministres, parce Les qu'ils ministres, ils étaient au ils total- étaient 4. ils étaient 15 hein, à être présents, Enfin, mais 4 ont 15, été oui. intervenus. Et donc, c'est au président, je le répète, au président de la République, puisqu'il est le chef donc, du gouvernement, en tout cas le président de la République. Le président, l'exécutif, de la République, le chef de l'exécutif. Tout à fait. Alors, cela le revient en réalité de juger de cette pertinence ou pas. Parce qu'il faut forcément que des gens qui ont mal agi répondent de leur acte pour qu'on ne puisse pas assister à ce genre de dérive. Parce que je connais très bien la manière d'agir du président de la République qui ne va pas laisser cette affaire. Si l'affaire qui a fait grand bruit a traîné les ministres jusqu'aux parlementaires, je pense que le président est en train de faire quelque chose pour que vraiment la peur puisse installer en termes de corruption pour que le pays puisse avancer. Parce qu'un pays corrompu, c'est un pays gangréné et tout qui risque de sombrer. Robert Kosiga, côté, est-ce que vous êtes satisfait des explications, par exemple, quand on prend celle du ministre Payadoa Boukossi qui dit les fonds ont été gérés ou bien les opérations ont été faites dans l'urgence. Ça, même le rapport l'a dit. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes satisfait? Bon. Vous avez suivi les débats? Non, est-ce que les débats étaient télévisés? Je ne pense pas. Ben, je sais que vous avez des créneaux pour... Non, vous savez, en principe, la fois dernière, comme il s'agissait d'une séance explicative, pour moi, la TVT, Niwa TV et d'autres médias de la place doivent être mis en contribution, ne serait-ce que pour permettre à tous les Togolais de suivre ce débat-là et de comprendre ce qui s'est vraiment passé quant à ce qui concerne l'utilisation de ces fonds. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne ferai que exhorter alors toutes ces autorités-là à faire bon usage de l'utilisation de nos deniers publics, parce que plus la corruption sera combattue dans tous les ministères, il y aura plus, l'État aura plus de moyens alors à satisfaire aux besoins élémentaires de nos populations et à rendre la vie plus facile à tous les Togolais. Aujourd'hui, je ne peux pas apprécier ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas écouté comment se sont déroulés les débats. Je ne peux pas non plus accuser parce que je n'ai pas les éléments sur lesquels je vais fonder mon accusation. Donc je ne peux que alors encourager les uns et les autres à faire beaucoup d'efforts pour combattre la corruption, le mal du siècle, et qui permet à ce que l'État ne puisse pas alors satisfaire aux besoins élémentaires de nos populations, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, au chef de l'État, moi je l'ai dit ici depuis le début de l'année, de quitter la pédagogie pour les sanctions. C'est-à-dire que le Togo a beaucoup fait de la pédagogie sur la corruption. Aplucia est une institution qui n'arrive pas à sévir. On ne peut pas avoir de sanctions pour le moment parce que... Non, moi j'ai déjà quitté... Écoutez, j'ai déjà quitté ce rapport-là, oui. Mais j'encourage le chef de l'État, les autorités de ce pays à lutter implacablement contre la corruption, parce que vraiment c'est quelque chose qui ralentit aussi le développement du pays, c'est quelque chose qui empêche alors les Togolais à décoller, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés qui se créent chaque année. Mais est-ce qu'ils ont les marchés publics? Non, les marchés publics sont destinés à ceux qui l'ont depuis des décennies. C'est ça, c'est-à-dire que c'est devenu une camaraderie. Le comptable, le directeur ont leur société, ont leurs amis, ont leurs frères, ce qui fait que la corruption prend plus de part. Lui, c'est un jeune politique, il ne connaît pas les réalités du terrain. Nous sommes les vieux routiers qui connaissent comment fonctionnent nos administrations quant à ce qui concerne la passation des marchés publics. Et on va s'intéresser au débat dans l'hémicycle d'abord. Oui. À l'hémicycle, je dis, il y a une première faute qui a été commise, c'est de ne pas médiatiser alors le débat. Ailleurs, ce débat devait être médiatisé et c'est tout le peuple. Oui, comme ça se fait dans les autres pays, ça devait être médiatisé. Vous savez, au moins la TVT couvre tout le Togo. Et puis Niwa TV couvre tout le monde entier. Alors tous les Togolais, tous les partenaires techniques et financiers qui ont eu vent de ce problème pouvaient suivre ce débat-là et comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc moi je crois que c'était là où il y avait mal donné. Ouais, Achraf,
Vous aviez promis. que Oui, vous oui, allez nous effectivement. Oui, expliquer oui, je vais concrètement revenir. ce qui s'est Oui, passé, je vais sur les revenir débats. point par point sur les débats. Mais pour évacuer ce que je reconnais qu'il y a des incohérences dans les procédures de marché public. Vous avez la RMP qui est devenue aujourd'hui l'ARCOP. Ouais, C'est on pour sait dire pas. qu'il y a quand même On des passe- avancées. ouais, on passe au Aujourd'hui, les débat. procédures de passation se fait quand même dans les règles de l'art. Et donc, nous félicitons, même s'il y a encore des incohérences. Donc, pour revenir, disons, à la séance d'hier, oui, c'était la première session extraordinaire déjà de l'année, parce que la session extraordinaire, c'est lorsque les parlementaires sont appelés d'urgence. Et donc, ils sont appelés d'urgence pour écouter les ministres. Donc, si on prend par exemple le ministre Bayadoua Bokpessi, qui estime que oui, les dépenses ont été faites dans l'urgence, mais est-ce que l'urgence justifie tout? En tant que juriste, c'est la question que je me pose. Parce que nous, par exemple, en droit administratif, on dit, en cas de circonstances exceptionnelles, on peut déroger à la légalité administrative. Mais est-ce que l'urgence peut déroger les règles de la comptabilité publique, par exemple? C'est ça que je me pose, parce qu'il s'agit quand même des fonds publics. Et donc, j'estime que l'urgence ne justifie pas tout. Même en cas d'urgence, on a besoin des preuves matérielles pour justifier un certain nombre de dépenses qu'on a fait. Et donc, le ministre Bayadoua Bokpessi estime que les dépenses de fonds Covid ont été faites dans le strict respect de la loi de finances 2020 et respecte également les dispositions de la convention de prêt. Parce que vous êtes sans savoir qu'il y a des partenaires également qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Donc, je reviens sur la question principale. Est-ce que l'urgence justifie tout? Non, pour moi, je suis désolé, l'urgence ne justifie pas tout. Et donc, je me félicite quand même d'une chose, que chaque ministre a quand même reconnu des incohérences. Maintenant, quand je prends le cas de Général Yark, le ministre de la Protection civile, qui lui le regrette qu'un dialogue sérieux ne s'était pas établi entre la Cour des comptes et lui. Parce que ils ont effectué une dépense de 150 000 francs, qu'ils avaient la preuve matérielle de cette dépense-là, mais que hormis l'objet... 150 000. Oui, 150, hormis l'article qu'ils ont commandé également, le fournisseur les a fourni ultérieurement un certain nombre de choses. Et donc, du coup, la facture faisait 150 millions. Mais la Cour des comptes également n'a pas fait appel aux agents du ministère et également lui principalement pour lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Il y a également une accusation. À ce niveau, le travail n'a pas été bien fait. Oui, donc on aurait pu interroger le ministre ou ses collaborateurs. Donc, bon, chacun se renvoie, on a comme l'impression que chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire qu'on a des magistrats de haut vol, des comptables de haut vol qui ont fait un travail minutieux, mais il y a certains nombres, je ne vais pas parler d'infantilisation, mais il y a un travail qui a été fait. Donc, moi, j'estime que prochainement, pour publier quand même de telles conclusions. Oui, bon, maintenant pour revenir au dossier de Sina, là où on parle elle a rectifié. Elle a rectifié. 779 millions. Voilà, 779 millions comme reliquat. Mais elle estime que depuis 2019 jusqu'en décembre 2020, ce reliquat-là a permis à son ministère également de rémunérer les agents de vaccination qui ont continué à faire le travail sur le terrain. Et donc, du coup, il estime que le fonds n'a pas bougé et que le fonds est resté dans les comptes du Trésor public. Et ils ont continué toujours à rémunérer tous ces gens-là qui faisaient des prestations. Mais ce que moi, je ne comprenais pas, c'est au niveau des incohérences. C'est-à-dire, on estime que dans le programme Novici, il y a eu des gens qui ne répondaient pas aux critères d'éligibilité objectivement établis, mais qui ont bénéficié également des fonds. Donc, j'estime que c'est une erreur quand même extrêmement grave. Parce que si vous avez un programme qui a un cible bien déterminé et que vous avez des gens qui ne sont pas éligibles, qui bénéficient de ces fonds-là, je crois que c'est extrêmement grave. Mais ce sont des incohérences également qu'il faut corriger de ce côté. Et donc, je le dis, je me félicite encore d'une chose, que les erreurs, tout et chacun a reconnu ses erreurs. Maintenant, je termine par le ministre des Finances par rapport Sani Yaya, par rapport au prix du riz, c'est-à-dire 8 milliards qui ont servi à acheter du riz. Oui, de ce côté, le ministre estime que l'achat du riz avait deux objectifs, c'est-à-dire éviter la flambée du prix du riz sur le marché et disons, poursuivre également les objectifs de la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire qui est très chère. Vous voyez que ces explications nous éclairent. Voilà, qui sont très chères quand même. Pour des gens, c'est pour la consommation. Qui sont quand même très chères au chef de l'État. Et donc, il précise, le ministre estime que son confrère, le ministre Ayédié, n'a pas vu
même deux couleurs. Bon, c'est quand même trivial. Il dit que le ministre du Commerce n'a pas vu 8 milliards de ses yeux. Que non, que pour des opérations de cette nature, c'est la BCAO également qu'ils ont sollicité sur ce plan-là. Et c'est la BCAO qui s'est chargée d'acheter du riz à 8 milliards. Et donc, la CEDEAO ne peut pas engager des sommes de cette nature sans preuve matérielle. La BCAO, autant pour moi. Donc, ça veut dire que le ministère a apporté toutes les pièces justificatives de cette demande-là, qui a permis à la BCAO maintenant d'engager des devises de l'État togolais qui ont servi à payer du. Voilà donc, justement, je voudrais compléter ce que Achraf dit. Ce sont des informations que le Togolais avait normalement besoin de savoir. Ouais. Si même le ministre le ministre de l'économie numérique, vous avez dit, voilà, qui a en main Togocom et Move, si elle avait pris les dispositions par lesquelles on pouvait même diffuser, alors ce débat-là, même sur nos chaînes numériques et tout, ça pouvait aider la population et tous les Togolais à comprendre ce qui s'est passé, comme nous l'explique aujourd'hui Achraf. Les quelques explications qu'il a données a éclairé mes propres antennes. Aujourd'hui, on comprend par ces explications que c'est la BCAO qui a commandé les riz et non le ministère du Commerce. Ou le ministre du Commerce, vous avez vu. Il l'a fait par l'intermédiaire. Oui, c'est ce que je dis, mais la finalité, c'est la BCAO qui a commandé le riz et non lui. C'était des informations que le peuple devait avoir pour être apaisé. Et la TVT était dans la main de l'État. Il pouvait mettre la TVT à contribution, mettre alors beaucoup de médias à contribution, ne serait-ce que pour ventiler au même moment que se passaient les débats, que les Togolais puissent suivre alors ces débats-là. Maintenant, si moi j'ai dit, si l'hémicycle a ces vidéos là, vivement qu'ils puissent alors les ventiler aux médias pour qu'on puisse alors les passer. Avant que vous ne chutiez, je vais vous redonner la parole. Joie Comité Talaké, le débat a été fait et vous aviez salué cela, c'est une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes convaincu par le développement de ces ministres? Quand Mme Sina Lawson dit l'argent a servi finalement au Trésor pour pouvoir rémunérer les agents de vaccination et autres, est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce qu'à ce niveau, vous aurez en tant que journaliste pu avoir besoin de preuves? Est-ce que c'est important dans ce cas? Oui, moi je trouve que, vous savez, dans un pays comme le Togo, qui n'a pas encore tous les sens de la démocratie, arriver à un moment où des ministres sont interpellés, expliquer au peuple, aux représentants du peuple ce qui se passe et ce qui s'est passé réellement, je pense que c'est une grande avancée. Et ici, il faut rappeler, il faut encourager cela. Et donc, moi, je voudrais aller au-delà de cela par rapport à votre question et dire que ces déclarations soient fondées ou non, je trouve que l'essentiel ici, c'est qu'ils sont quand même allés devant la représentation pour expliquer. C'est quelque chose de très important, il faut le noter. Et le fait de venir à l'hémicycle, expliquer et de dire ce qui devrait être au lieu de ce qui est dit, moi je trouve que c'est une grande avancée. Et il faut vraiment qu'on encourage cette manière de faire. Ce que je dis, c'est expliquer, c'est une bonne chose. Est-ce qu'à partir de l'explication, on peut dire qu'ils ont raison? Non, en réalité... Parce que c'est ce qui intéresse les Togolais, ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux. En tant que journaliste, le rôle d'un journaliste, c'est de faire quoi? De recouper l'information, simplement. De faire en sorte qu'on puisse donc vérifier ce qu'elle déclare et ce qui est écrit. Et en ce moment, on saura si cela concorde avec la réalité. Il faut forcément qu'on fasse le repas de l'information, parce que si elle dit une chose et que sur les papiers cela n'a pas été ainsi, alors je trouve que pour l'instant ce qu'elle dit, on la prend au mot, on dit qu'elle a dit si, et donc étant une personnalité, une autorité, on croit ses paroles, mais cela n'empêche pas quand même d'aller à la vérification de l'information par rapport à ce qu'elle dit, pour voir ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai par rapport à ce qui est écrit. Alors, en tant que juriste et surtout en politique, la procédure s'arrête là. Oui, non, mais la procédure s'arrête là. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Parce que, disons qu'ils ont donné des raisons explicatives. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une démocratie représentative et il appartient au peuple de sanctionner. Et le peuple sanctionne par le biais de quoi?
des élections. Et donc, la majorité perdra sa majorité lors des prochaines élections. Il appartient au peuple de juger. Le peuple peut décider de rester dans la continuité avec le président de la République. Mais moi, je crois que mon aîné également l'a dit, M. Talaké, c'est extrêmement clair. Je crois qu'aujourd'hui, les mécanismes constitutionnels, vraiment, il faut les utiliser à bon escient. Donc, les parlementaires vraiment doivent assumer leur rôle. Alors, sur la question, est-ce que les députés ont été très teigneux? Non, mais oui, ils ont été. Vous savez, on vous accuse. Hein. Oui. Non, on ne m'accuse pas. Je ne bénéficie pas d'un mandat de député. Oui. Votre patron est dedans, oui. le PDP de Innocent Kabara. Oui. Les gens accusent justement l'Assemblée nationale aujourd'hui d'être aux ordres du pouvoir en place. Est-ce qu'au niveau des questions, les gens ont été teigneux à l'endroit des ministres? Non, j'imagine que vous êtes, tout à l'heure, sans tomber dans l'autoglorification, vous avez estimé que nous avons apporté des éléments c'est-à-dire, disons, nous avons une certaine narration. Et donc, ce qui veut dire que ce sont les questions également des parlementaires qui ont poussé les ministres à apporter tous ces éléments de réponse. Non, je vous estime... je suis vraiment tout à fait clair. Parce que hier, ce qu'on a vu vraiment, c'était beau. C'était vraiment beau à voir. C'était un débat démocratique et un certain bras de fer entre le gouvernement et les élus du peuple. Et nous sommes dans une démocratie représentative où les parlementaires ont le droit de poser des questions. Et je l'ai dit, hormis les questions orales et les questions écrites, ils ont le droit, par exemple, de créer des commissions parlementaires pour enquêter sur ce qu'on peut appeler scandale d'État. Ils peuvent également interpeller les parlementaires pour qu'ils viennent s'expliquer à l'hémicycle. Et donc, même dans les grandes... Les ministres, autant pour moi, même dans les démocraties libérales les plus avancées, on voit des ministres. Je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, la première ministre française, Madame Elisabeth Borne, était venue sur la réforme des retraites et s'expliquer sur un certain nombre de choses. Donc, j'estime qu'il appartient aujourd'hui au président de la République de tirer vraiment les conséquences. Parce que, comme je l'ai dit, est-ce que l'urgence l'urgence justifie tout? Non, je ne crois pas que l'urgence ne justifie pas tout. Et donc, la Cour des comptes également doit s'inscrire vraiment dans la continuité, continuer à faire ce travail minutieux-là pour lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Et donc, le gouvernement également, à travers sa stratégie de communication, doit lever aussi l'équivoque. Parce que ce qui se passe souvent sur les réseaux sociaux sont extrêmement graves. Quand vous avez entré des gens de colibé, on tire des conclusions définitives sur les tenants alors qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants des choses. Et donc, je crois que c'était une séance vraiment démocratique où les parlementaires, les ministres ont eu le droit d'échanger pour lever l'équivoque. Maintenant, sur la retransmission, par exemple, de la séance à la télévision, c'est vrai que ces derniers temps, la TVT essaie quand même d'innover. Mais il faut le rappeler, parce que quand on parle des séances à l'Assemblée nationale, les gens croient que ce sont des choses qui se font dans les officines. Non, il y a un principe qui régit les travaux parlementaires, c'est le principe de la publicité. Et donc, l'Assemblée nationale est ouverte à tous les citoyens, tout le monde. Il suffit tout simplement de présenter ta carte nationale d'identité, on t'ouvre la porte. Et également, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, il aurait pu assister. C'est quand même un citoyen togolais. Il faut d'abord avoir voir que voilà, il y a tel sujet qui sera débattu. Ah oui. Et donc, ça ne veut pas que... Il y a également... pas ça. Monsieur Talaké, là, il y a une cabine... réservé aux médias à l'Assemblée nationale. Et donc, il appartient également aux médias. Spécialement pour ce débat-ci, le Parlement devrait inviter alors au moins la TVT. Vu la pertinence vu la pertinence. Pour faire la retransmission en direct. Oui, vu la pertinence du sujet, effectivement. Si ce ne serait pas en direct, on peut alors retransmettre ça après, peut-être le soir, pour que tout le Togo suive les débats. Et aujourd'hui, on aura les mêmes éléments que vous avez et on saura apprécier qui a fait quoi et qui a fait quoi. Apprécier. Donc, c'est encore une fois, pour le moment, c'est la faute de cette retransmission-là qu'on peut alors décrier pour le moment. Sinon, pour le reste, l'État dit c'est lui qui a commandé, comment on l'appelle, les enquêtes de la Cour des comptes. Le gouvernement est allé se justifier devant le parlementaire. Le débat est clos.
Est-ce que nous autres, nous avons d'autres éléments sur lesquels on peut les incriminer? Je crois que l'une des conséquences, c'est la responsabilité politique. Et la responsabilité politique revient au président de la République de tirer les conséquences de tous ces événements-là. Et donc, nous, en tant que... ne peuvent plus utiliser les sous comme ce fut le cas lors de Covid. Je chute par là. Le PDP, en tant que parti politique, rappelle que l'orthodoxie budgétaire doit, disons, régir toutes les dépenses publiques dans notre pays. Si on veut vraiment déclencher une dynamique de développement beaucoup plus aboutie à l'avenir. Infini. Merci à vous, chers invités. Ashraf Orosama, vous êtes juriste de formation en politique du PDP. Merci également à Robert Kossigan à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Merci à vous, chers confrères. Joakomi Talaké, vous êtes directeur de publication de Afrique Bleu. On dit infini. Merci également à nos chers amis, toujours branchés de par le monde. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très vite.